Mesdames, Messieurs, je suis ravi de participer à distance à ce colloque au cours duquel j'évoquerai avec vous les grands symboles qui sont présents au sein de nos palais de justice. Et ces symboles sont importants puisqu'ils véhiculent des messages, ils rendent sensibles à travers la sculpture, à travers la peinture, les valeurs et les principes sur lesquels repose de façon fondamentale notre institution judiciaire. J'évoquerai tour à tour la balance, associée fréquemment au glaive. J'évoquerai le lion, le miroir et le serpent. Et commençons tout de suite par la balance et le glaive. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un symbole que l'on trouve le plus fréquemment dans les palais de justice et c'est un symbole qui rend sensible l'acte de juger. Qu'est-ce qu'une balance? Je commencerai par cela. C'est un instrument dont on sert pour déterminer avec une parfaite objectivité le poids d'un objet et par extension en mesurer la valeur au regard d'une échelle de référence qui se veut prédéterminée. L'acte de juger réclame du magistrat qu'il adopte une posture intellectuelle à l'équilibre afin de faire éclater la vérité. Alors, dans l'Égypte antique, le dieu funéraire Anubis se servait d'une balance pour évaluer la gravité des fautes qui avaient été commises par les morts tout au long de leur existence. Sur un plateau, vous aviez le cœur du défunt, sur l'autre, une plume. Au terme de la pesée, si le cœur était plus lourd que la plume, la déesse Amout dévorait l'âme impure du défunt, qui était ainsi privé d'accès à la vie éternelle. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la balance va matérialiser ici le principe de responsabilité. Le christianisme, lui aussi, fait une place au symbole. C'est au jugement dernier que l'archange Michael, chargé de séparer les justes des pécheurs, brandira une balance pour, lui aussi, soupeser les âmes. Mais c'est dans la main de la titanide grecque de la justice Thémis. Alors, Thémis, en grec ancien, comprendre loi divine, que l'on retrouve le plus fréquemment la balance. Fille de Gaïa et d'Uranos, elle est la mère de l'équité, de la loi et de la paix. Et Thémis se servait de cet instrument pour peser et ainsi comparer les arguments des mortels qui étaient venus l'implorer de mettre fin à leur litige. Alors, elle s'en remettait au verdict des plateaux, cette Thémis, dont les yeux d'ailleurs étaient fréquemment bandés, pour nous rappeler qu'il n'est de bonne justice qu'impartiale et contradictoire. Mais pour qu'il y ait justice, la balance ne suffit pas. S'il est indispensable de peser le pour et le contre, de procéder à ce qui s'apparente à une analyse objective des éléments qui sont constitutifs du litige, il faut ensuite passer à l'action. Le cheminement intellectuel qu'il suit doit conduire le juge à prendre une décision qui produit des effets. On dit du juge qu'il tranche. C'est la raison pour laquelle Thémis est couramment représenté tenant dans la main gauche une balance et brandissant un glaive du bras droit. En fait, dans sa colère, la partie qui n'a pas obtenu gain de cause peut vouloir faire obstacle à la mise en application de la décision de justice. Donc l'État doit pouvoir recourir à la force. C'est lui qui, pour maintenir la paix sociale, détient ce qu'on appelle couramment le monopole de la violence physique légitime. C'est d'ailleurs également sous les traits du lion, puissant roi des animaux, que la force peut être représentée. Grâce à la force, l'ordre peut être maintenu. Revenons au glaive. Le glaive est une arme à double tranchant. Les deux fils de sa lame nous disent la dualité de la décision de justice. D'un même coup que l'on va porter au cœur du litige, le glaive va arracher la partie victorieuse au tourment de l'affaire et punir celui dont les torts ont été reconnus. Le glaive était aussi l'arme privilégiée des légionnaires romains. Le glaive se retrouve dans le ius gladi, droit du glaive, qui donnait au proconsul, représentant de Rome dans les provinces, le pouvoir de prononcer et d'exécuter les peines à mort.
Le glaive ne s'abattait pas seulement sur le fautif, il faut bien avoir à l'esprit qu'il était aussi l'objet de crainte pour tous les citoyens sensibles à la portée exemplaire du châtiment public. Dans la Bible, le glaive de justice joue aussi un rôle redoutable. D'après la Genèse, Adam, après avoir commis la faute originelle, est chassé du Jardin d'Éden. Depuis, deux chérubins armés d'épées de feu interdisent aux hommes l'entrée du paradis perdu. Mais surtout, dans le livre des rois, Salomon, souverain dont il est dit que la sagesse était inégalée, va feindre de couper en deux le nourrisson dont deux femmes se disputent la maternité. La vraie mère se révèle ainsi aux yeux de tous, prête à céder son droit sur l'enfant pour lui sauver la vie. La Cour de cassation fait donc une place importante à ce symbole de la balance et du glaive à travers les peintures, les sculptures que vous avez pu voir au fil de ma présentation. Le miroir est quant à lui associé à une autre vertu qui est la vérité. En reflétant la lumière, il chasse les ombres et il va révéler aux yeux de tous ce qui était caché. Le serpent, lui, est un animal, on sait qu'il est dangereux. Et il est un symbole de prudence. Prudence dont doivent faire preuve les magistrats dans leur appréhension des faits qui leur sont soumis. Et l'on comprendra donc aisément pourquoi, bien souvent, les décors de palais de justice présentent un serpent enroulé sur le miroir. Cette association est très réfléchie. Dans sa quête de vérité, le juge doit faire preuve de prudence. Ce qui peut apparaître comme relevant de l'évidence éclatante peut être le résultat d'un jeu de lumière, d'une illusion, d'un effet de miroir déformé. Enfin, il est important de rappeler que le serpent trouve également son sens symbolique dans les religions du livre. C'est le mauvais penchant, le principe élémentaire, principe nécessaire à la condition humaine, euh, celle de la liberté, du libre arbitre. Nous avons en tête cet épisode malheureux au cours duquel Adam va succomber en tant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ce qui est intéressant, c'est que la connaissance du bien et du mal, c'est, selon nombre de savants, avant tout l'existence au sein d'un même acte d'une dimension à la fois positive et négative. C'est le mélange du bien et du mal. En cédant au serpent, Adam chute dans un monde complexe. Or, c'est bien à cette complexité que doit faire face le juge dans l'acte de juger, départir avec prudence ce qui, au sein d'une même action humaine, relève de la faute et de la vertu. Je vous remercie.